À pleine vitesse, une masse d'acier de plusieurs tonnes se rue sur la piste d'essai. Le moteur hurle, la machine accélère encore, le sol tremble sous les chenilles. Le conducteur tire brusquement un levier. Sur les flancs du char, 4 énormes roues métalliques entrent en rotation et frappent la terre avec une violence inimaginable. Pendant un instant presque irréel, le blindé quitte le sol. Il vole. Ce n'est ni une illusion, ni une exagération, ni une scène de cinéma. En Union soviétique, au milieu des années 30, un char saute réellement. Cette expérience n'est pas née d'un caprice d'ingénieur ou d'une recherche de spectacle. Elle est la réponse radicale à une impasse militaire qui obsède tous les états-majors de l'époque. Depuis leur apparition sur les champs de bataille, les chars ont prouvé leur valeur. Ils percent les lignes défensives, soutiennent l'infanterie, imposent la peur par leur seule présence. Pourtant, malgré leur blindage et leur puissance mécanique, ils restent vulnérables face à une arme simple, presque primitive. Le fossé anti-char. Ces obstacles ne sont pas improvisés. Leur profondeur dépasse les 2 mètres, leur largeur atteint parfois plusieurs mètres. Ces dimensions sont calculées pour piéger n'importe quel char existant. Le véhicule s'avance, tente de franchir l'obstacle, puis s'enfonce brutalement. Le nez du char heurte la paroi opposée, les chenilles perdent toute adhérence, la machine devient immobile. À cet instant, elle cesse d'être une arme et se transforme en cible parfaite pour l'artillerie ennemie. L'équipage est piégé, sans issue. En Union soviétique, ce problème est pris très au sérieux. Les ingénieurs explorent toutes les solutions possibles. Certains proposent d'allonger les chars afin que leur caisse puisse couvrir la largeur du fossé. D'autres développent des véhicules poseurs de pont ou expérimentent des fascines en bois destinés à combler les tranchées. Chaque solution fonctionne en théorie, mais toutes partagent le même défaut. Elles alourdissent les machines, compliquent leur production et réduisent leur mobilité. Plus un char devient lourd, plus il est lent et plus il est coûteux à fabriquer. À l'été de l'année 1937, au bureau d'études de l'usine numéro 185, portant le nom de Kirov, à Leningrad, un ingénieur propose une idée qui semble défier le bon sens. Son nom est Vassili Vassilievitch Linser. Selon lui, le problème est mal posé. Un char ne doit pas franchir un fossé, il doit le sauter. Linser ne parle pas d'un bond accidentel provoqué par une bosse ou un talus. Il imagine une machine capable de quitter le sol volontairement, sur terrain plat, à la demande du conducteur. Le char accumule de l'énergie en accélérant, puis la libère en un instant précis pour s'arracher à la terre et franchir l'obstacle dans un court vol balistique. L'idée paraît folle, mais elle repose sur un raisonnement mécanique précis. Le principe est simple dans sa formulation, mais complexe dans son exécution. Sur les flancs du char sont installés 4 excentriques massifs, 2 de chaque côté. Ce sont des roues métalliques de forme irrégulière, équipées de puissants crampons. Lorsque le char atteint une vitesse suffisante, le conducteur actionne un levier. Par un système d'embrayage, la puissance du moteur est détournée vers ces excentriques. Ils se mettent à tourner brutalement et frappent le sol avec une force colossale. Sous l'effet de cet impact, la machine est projetée vers le haut. Au moment précis où le char quitte le sol, le mécanisme se désengage automatiquement. Le blindé continue alors sa trajectoire grâce à l'énergie accumulée. Linser et ses collègues comprennent immédiatement le danger. Faire retomber plusieurs tonnes d'acier sur le sol est une menace directe pour la structure du char et pour la vie du conducteur. Pour limiter les risques, ils conçoivent un siège spécial monté sur de puissants amortisseurs hydrauliques. Le conducteur est maintenu par des sangles, comme un pilote d'avion. Lors de l'impact, l'énergie doit être absorbée par le système hydraulique, protégeant la colonne vertébrale. La direction de l'usine accepte le projet. S'il fonctionne, il pourrait bouleverser la conception des blindés. Un char capable de sauter rendrait obsolètes de nombreux obstacles défensifs. Les fossés seraient franchis, les talus survolés, les barrages improvisés ignorés. Le projet reçoit une désignation officielle, TPP-2, char de franchissement d'obstacles. Pour construire le prototype, les ingénieurs choisissent une base connue et éprouvée.
le char léger T-26, l'un des plus répandus de l'armée rouge. Son avantage principal est sa simplicité et la possibilité de réduire son poids. Chaque kilogramme économisé augmente les chances de succès. La transformation est radicale. La tourelle est retirée, inutile pour les essais. Le compartiment de combat est vidé. Les éléments superflus disparaissent un à un. Même les réservoirs de carburant ne sont remplis qu'en partie afin de réduire la masse totale. Lorsque les excentriques sont installés, la machine prend une allure étrange, presque monstrueuse. 4 grandes roues dentées dépassent de la caisse. Le char devient plus large, plus bas, plus trapu. Rien dans son apparence ne rappelle les blindés classiques. Tout est sacrifié à une seule fonction, le saut. À la fin de l'automne de l'année 1937, le prototype est prêt. Dans les ateliers, les ouvriers s'arrêtent pour observer cette machine hors norme. Certains plaisantent, d'autres restent silencieux. Les représentants militaires inspectent la construction, étudient les plans, écoutent les explications des ingénieurs. Personne ne sait si ce char sautera vraiment. Une chose est sûre, bientôt il faudra l'emmener sur la piste et tenter l'impensable. La construction du prototype n'était qu'un début. Le véritable défi commençait maintenant. Transformer une idée audacieuse en une machine capable de fonctionner sans se détruire relevait presque de l'équilibrisme mécanique. Les ingénieurs du bureau d'études savaient qu'un seul élément mal calculé pouvait condamner l'ensemble du projet. La priorité absolue était la transmission. Le moteur à essence d'origine devait remplir 2 rôles contradictoires. D'un côté, il entraînait les chenilles comme sur un char classique. De l'autre, il devait transmettre instantanément toute sa puissance aux excentriques au moment du saut. Pour cela, un système complexe d'embrayage et d'arbre de transmission fut mis au point. Le conducteur disposait d'un levier dédié. En l'actionnant, il détournait le couple moteur vers les excentriques, coupant presque entièrement l'alimentation des chenilles. Les excentriques eux-mêmes représentaient un casse-tête technique. Leur forme n'était pas circulaire, mais volontairement irrégulière. Chaque disque comportait des zones de contact massives, destinées à frapper le sol comme des marteaux. L'objectif n'était pas de rouler, mais de percuter la surface avec un maximum d'énergie en un laps de temps extrêmement court. Une rotation complète aurait été inutile, voire dangereuse. Les ingénieurs calculèrent donc un angle précis, après lequel le mécanisme devait se désengager automatiquement. Ce dispositif de débrayage était vital. Si les excentriques continuaient à tourner après l'impact, le char serait soumis à des secousses incontrôlables capables de briser la transmission ou de renverser la machine. Un mécanisme mécanique fut intégré pour provoquer la séparation automatique des embrayages après une fraction de tour. Sur le papier, tout semblait cohérent. En pratique, personne ne pouvait prédire le comportement réel de plusieurs tonnes d'acier soumises à de telles contraintes. Le poste de conduite reçut une attention particulière. Le conducteur était la seule personne à bord lors des essais. Il devenait à la fois pilote, expérimentateur et cobaye. Son siège spécial reposait sur plusieurs amortisseurs hydrauliques massifs. Chaque cylindre était rempli d'huile, conçue pour absorber l'énergie verticale lors de l'atterrissage. Les ingénieurs ajustèrent longuement la résistance du système. Trop souple, et le siège s'écraserait brutalement en fin de course. Trop rigide, et l'impact serait transmis directement au corps du conducteur. Avant toute sortie en conditions réelles, une longue série de tests statiques fut menée. Le char fut installé sur des supports, les chenilles suspendues dans le vide. Le moteur démarra. Les régimes furent augmentés progressivement. Les embrayages furent engagés. Les excentriques se mirent à tourner, d'abord lentement, puis de plus en plus vite. L'air vibrait autour des disques métalliques. Lorsque le mécanisme de débrayage entra en action, la rotation s'interrompit net. Les calculs semblaient corrects. Aucun blocage immédiat, aucune rupture visible. Ces essais rassurèrent partiellement les ingénieurs, mais ils ne répondaient pas à la question essentielle. Comment la machine se comporterait-elle lorsqu'elle frapperait réellement le sol à pleine vitesse? Les pertes par frottement commencèrent déjà à inquiéter. Malgré un usinage soigné, les surfaces métalliques montraient des traces d'échauffement. Chaque engrenage, chaque arbre absorbait une partie de la puissance disponible.
Sur un moteur relativement modeste, ces pertes pouvaient s'avérer critiques. Lorsque le prototype fut enfin déplacé hors de l'atelier, son apparence provoqua des réactions mitigées. Sa silhouette basse et élargie, dominée par les excentriques saillants, rompait avec toutes les lignes habituelles des chars. Il ressemblait moins à une arme qu'à une machine expérimentale issue d'un laboratoire. Les représentants militaires observaient en silence, conscients qu'ils assistaient à quelque chose d'inédit. La piste d'essai de l'usine servit de premier terrain d'expérimentation. Le sol y était relativement dur et régulier, loin des conditions idéales imaginées par les concepteurs. Pourtant, c'était le seul endroit où l'on pouvait contrôler précisément chaque paramètre. Le conducteur prit place, ajusta les sangles, vérifia les commandes. Le moteur monta en régime. La machine se mit en mouvement. Les premières accélérations furent prudentes. L'objectif n'était pas encore de sauter, mais d'observer le comportement général du char avec les excentriques installés. À vitesse modérée, la conduite restait stable. Rien n'indiquait encore le chaos que certains redoutaient. Ce n'est qu'en approchant des régimes plus élevés que les limites apparurent. Au moment où le levier fut actionné pour la première fois en conditions réelles, la réaction fut décevante. Les excentriques entrèrent en contact avec la surface, mais au lieu de projeter le char vers le haut, ils glissèrent. La surface lisse offrait trop peu d'adhérence. L'énergie accumulée se dissipa en frottement et en vibrations. Le char ralentit brutalement, déviant légèrement de sa trajectoire avant de s'immobiliser. Ce premier échec ne surprit pas totalement les ingénieurs. Il confirma cependant une faiblesse majeure du concept. Sans un contact solide avec le sol, aucun saut n'était possible. La question de l'adhérence devenait centrale. Les crampons devaient s'ancrer dans le terrain pour transmettre l'impulsion verticale. Sur une surface dure ou humide, cet ancrage disparaissait. Les observations techniques révélèrent d'autres problèmes. Les arbres de transmission présentaient déjà des traces d'usure anormales. Des copeaux métalliques apparaissaient dans les carters. Une partie importante de la puissance se perdait avant même d'atteindre les excentriques. Les calculs théoriques, trop optimistes, ne tenaient pas compte de ces pertes cumulées. Malgré tout, l'équipe ne renonça pas. Les ingénieurs démontèrent une partie de la transmission, polirent les surfaces, améliorèrent la lubrification et réajustèrent les embrayages. Chaque amélioration semblait minime, mais tout ensemble, elle pouvait faire la différence. L'objectif restait inchangé. Atteindre une vitesse suffisante, transmettre l'énergie sans pertes excessives, frapper le sol avec assez de force pour provoquer un véritable décollage. À ce stade, le projet entrait dans une phase critique. La théorie promettait encore un résultat spectaculaire. La pratique, elle, commençait à montrer un visage beaucoup plus impitoyable. Le prochain essai déciderait si le char sauteur pouvait dépasser le stade du simple concept audacieux ou s'il resterait un pari mécanique trop ambitieux pour son époque. Les essais suivants changèrent radicalement d'échelle. Après les premières tentatives prudentes, les ingénieurs comprirent qu'aucune amélioration mécanique ne compenserait un manque d'énergie initiale. Le seul moyen d'augmenter l'impulsion verticale était d'accroître la vitesse avant l'activation des excentriques. Le conducteur reçut l'ordre de pousser la machine à ses limites. Sur la piste, le char accéléra plus longtemps. Le moteur travaillait à un régime élevé, la transmission vibrait sous l'effort constant. Les chenilles martelaient la surface, tandis que les excentriques restaient immobiles, prêts à entrer en action. Toute l'énergie du système était désormais stockée dans le mouvement de la masse entière. L'instant du déclenchement devenait crucial. Lorsque le levier fut actionné à une vitesse plus élevée, la réaction fut différente. Les excentriques frappèrent le sol avec plus de violence. Le blindé ne se contenta plus de glisser. Sa partie avant se souleva brièvement, quittant la surface sur quelques centimètres. L'instant fut court, presque imperceptible, mais il provoqua une onde de choc parmi les observateurs. Pour la première fois, la machine avait réagi conformément à l'idée initiale. Cependant, la retombée fut brutale. La suspension à ressort, héritée du char de base, n'était pas conçue pour absorber une chute verticale. Le choc se propagea immédiatement à travers la structure. Les galets encaissèrent l'impact sans se briser, mais les contraintes internes augmentèrent dangereusement.
Le conducteur ressentit une secousse violente malgré les amortisseurs de son siège. Il resta conscient, mais sortit du char visiblement éprouvé. Les ingénieurs procédèrent à une inspection minutieuse. Aucun élément n'était détruit, mais les traces d'usure s'aggravaient. Les arbres présentaient des marques de torsion. Certaines pièces chauffaient anormalement après seulement quelques tentatives. Plus inquiétant encore, la transmission montrait des signes de fatigue prématurée. Chaque essai rapprochait la machine de sa limite structurelle. Malgré ces signaux alarmants, les responsables décidèrent de poursuivre. L'objectif n'était pas seulement de prouver la faisabilité du concept, mais d'en déterminer les limites réelles. Les calculs furent révisés. Pour obtenir un saut capable de franchir un fossé standard, il fallait atteindre une vitesse encore plus élevée. Or, le char utilisé ne pouvait pas dépasser un certain seuil sans risquer une panne majeure. Les essais suivants confirmèrent ce dilemme. À chaque augmentation de vitesse, la réaction devenait plus énergique, mais aussi plus dangereuse. Le char se soulevait davantage, mais l'atterrissage devenait de plus en plus violent. Les ressorts de suspension atteignaient rapidement leur course maximale, transmettant le reste de l'énergie directement à la structure métallique. Un problème fondamental apparut alors clairement. Le châssis du véhicule n'était pas conçu pour subir des charges verticales répétées de cette intensité. Les chars traditionnels sont optimisés pour encaisser des efforts horizontaux, liés au déplacement et aux irrégularités du terrain. Le saut introduisait une contrainte totalement différente, concentrée en un instant précis et d'une violence extrême. Les ingénieurs tentèrent d'atténuer ces effets par des ajustements mineurs. Ils modifièrent l'angle de contact des excentriques, renforcèrent certaines fixations et améliorèrent encore la lubrification. Ces mesures permirent de retarder les dégâts, mais elles ne changeaient pas la nature du problème. Chaque impact rapprochait la machine de la défaillance. À ce stade, l'enthousiasme initial laissa place à une inquiétude croissante. Les représentants militaires observaient les essais avec une attention froide. Ils notaient les résultats, les vitesses atteintes, l'ampleur des soulèvements, mais aussi les temps d'immobilisation nécessaires entre chaque tentative. Un char qui devait être inspecté et réparé après chaque saut perdait toute valeur opérationnelle. Les discussions devinrent plus tendues. Certains ingénieurs défendaient encore l'idée, affirmant que le concept nécessitait simplement une base différente, plus légère et dotée d'une suspension adaptée. D'autres reconnaissaient que le véhicule choisi atteignait ses limites physiques. Le moteur ne pouvait fournir davantage de puissance sans modification majeure, et la structure ne supportait pas les charges imposées par le saut. Malgré ces doutes, une nouvelle série d'essais fut autorisée. Cette fois, le terrain fut modifié pour offrir une meilleure accroche aux excentriques. L'objectif était de maximiser l'effet de l'impact et d'observer jusqu'où la machine pouvait aller avant de subir des dommages irréversibles. Le char fut préparé, vérifié une nouvelle fois, puis placé sur la piste. Lorsque le levier fut actionné, la réaction fut plus brutale que jamais. La machine se souleva davantage, quittant le sol sur une hauteur visible. Pendant un instant très bref, les chenilles ne touchaient plus rien. Le principe fonctionnait. Mais la retombée fut immédiate et dévastatrice. Le choc parcourut tout le châssis. Des bruits métalliques secs résonnèrent, signalant que certaines limites venaient d'être dépassées. L'inspection qui suivit révéla une situation préoccupante. Plusieurs composants présentaient des déformations. Rien n'était encore totalement brisé, mais la marge de sécurité avait disparu. Continuer dans ces conditions signifiait accepter la destruction progressive de la machine. À ce moment précis, le projet entra dans une phase décisive. Les essais avaient démontré que le saut était techniquement possible, mais au prix de contraintes que le véhicule ne pouvait supporter durablement. La question n'était plus de savoir si le char pouvait quitter le sol, mais s'il pouvait survivre à ce qu'on lui demandait. Le changement de saison modifia brutalement le rythme des essais. L'arrivée du froid transforma la piste et offrit aux ingénieurs une nouvelle opportunité d'expérimentation. La surface gelée, recouverte de neige tassée, promettait une meilleure accroche pour les excentriques que le sol dur et lisse utilisé jusque-là. Cette fois, l'objectif n'était plus de tester prudemment les limites, mais d'arracher une preuve définitive de viabilité au projet. Pour préparer cette nouvelle phase,
la machine fut de nouveau démontée en partie. Les éléments les plus endommagés furent remplacés, les fixations renforcées, les surfaces de contact soigneusement ajustées. Les excentriques reçurent des crampons plus agressifs, capables de mordre dans un matériau moins homogène. Chaque modification augmentait légèrement la masse, mais les ingénieurs acceptaient ce compromis. Ils n'avaient plus droit à l'erreur. Afin d'améliorer encore l'adhérence, un dispositif supplémentaire fut mis en place. Une portion de la piste fut recouverte de planches en bois solidement fixées. Ce matériau devait offrir un point d'appui plus fiable lors de l'impact. Le char, désormais prêt, fut amené sur le site d'essai sous le regard attentif des représentants militaires. L'atmosphère n'avait plus rien de curieux ou d'enthousiaste. Elle était tendue, presque silencieuse. Le moteur fut lancé. Le conducteur s'installa, vérifia les sangles, ajusta sa position. La machine s'élança sur la piste enneigée. Malgré le froid, le moteur atteignit rapidement un régime élevé. Les chenilles projetaient de la neige sur les côtés, tandis que le char gagnait en vitesse. Les excentriques restaient immobiles, dissimulant leur rôle jusqu'au dernier instant. Lorsque le levier fut actionné, l'impact fut plus net que lors des essais précédents. Les crampons s'enfoncèrent dans le bois avec une brutalité impressionnante. La machine se souleva visiblement. Pendant un court instant, le char sembla suspendu, comme figé entre deux états. Puis la gravité reprit ses droits. La retombée fut violente. Le choc ne se limita pas à une simple secousse. Il se propagea dans toute la structure avec une intensité nouvelle. Des bruits sourds et métalliques retentirent, annonçant des dégâts sérieux. Le conducteur resta assis quelques secondes après l'arrêt complet, reprenant son souffle avant de quitter son poste. Son visage trahissait une tension extrême, mais il était indemne. L'inspection révéla une dégradation alarmante. Les arbres reliant les excentriques à la transmission présentaient des signes de torsion avancée. Certains composants étaient partiellement grippés, comme soudés par l'effort. La transmission montrait des fissures visibles. Les galets de roulement, bien que toujours en place, avaient subi des déformations. La machine avait survécu à l'essai, mais à un coût mécanique énorme. Les ingénieurs analysèrent les causes. Le bois avait offert une excellente adhérence, mais cette qualité se retourna contre le char. Les excentriques, au lieu de glisser légèrement, s'étaient ancrés trop profondément. Toute l'énergie du moteur s'était concentrée sur les points de contact. Les contraintes dépassaient désormais ce que la structure pouvait tolérer. Malgré ces résultats inquiétants, une ultime série de tentatives fut envisagée. L'idée était simple, réduire légèrement la puissance transmise aux excentriques afin d'éviter le blocage tout en conservant un soulèvement suffisant. Les réglages furent modifiés. Les embrayages furent ajustés pour permettre un débrayage plus précoce. La tentative suivante confirma les craintes. Le char se souleva moins haut, mais les contraintes restaient excessives. Les dommages cumulés rendaient chaque nouvel essai plus risqué. La transmission fonctionnait désormais à la limite de la rupture. Continuer signifiait accepter la destruction totale du prototype. Les discussions prirent un ton plus grave. Les représentants militaires demandaient des garanties concrètes. Combien de sauts une machine de ce type pourrait-elle effectuer avant de devenir inutilisable ? Combien de temps faudrait-il pour la remettre en état ? Les réponses étaient vagues, parfois contradictoires. Aucun chiffre rassurant ne pouvait être avancé. Un autre problème, plus fondamental encore, s'imposa progressivement. Même si le char parvenait à sauter de manière fiable, son utilisation en conditions réelles resterait extrêmement limitée. Chaque saut imposait un stress mécanique tel qu'une inspection complète serait nécessaire après l'atterrissage. Dans un contexte de combat, une telle exigence était irréaliste. À mesure que les essais se poursuivaient, la conviction grandissait. Le projet atteignait un point de non-retour. Les solutions provisoires ne faisaient que repousser l'inévitable. Les ingénieurs le comprenaient, même s'ils peinaient à l'admettre. Le char sauteur démontrait une chose essentielle. Les lois de la mécanique ne pouvaient être contournées sans conséquences majeures. La dernière tentative de cette phase se solda par un résultat sans appel. Le soulèvement fut faible, presque symbolique, tandis que les dégâts internes augmentaient encore.
Le prototype ne pouvait plus être considéré comme opérationnel. Il avait livré toutes les informations possibles. À cet instant, le projet entra dans sa phase finale. La question n'était plus de perfectionner le saut, mais de décider du sort de la machine et de l'idée elle-même. La décision finale ne fut pas prise dans l'urgence, mais elle était inévitable. Après la dernière série d'essais, le prototype resta immobile pendant plusieurs jours. Les ingénieurs ne se précipitaient plus pour démonter ou améliorer la machine. Ils observaient, calculaient, comparaient. Toutes les données nécessaires avaient déjà été obtenues. Le char avait livré ses secrets, et ils n'étaient pas ceux que l'on espérait au début du projet. Un rapport technique détaillé fut rédigé. Il ne cherchait plus à justifier la poursuite des travaux, mais à dresser un constat froid et méthodique. Le saut avait été observé, sans contestation possible. Le principe fonctionnait dans des conditions strictement expérimentales. Toutefois, chaque tentative imposait des contraintes mécaniques dépassant largement les capacités structurelles du véhicule utilisé. Aucun ajustement mineur ne pouvait corriger ce déséquilibre fondamental. Les représentants militaires étudièrent les conclusions avec attention. Leur analyse ne portait plus sur l'audace du concept, mais sur son intérêt réel pour une armée en pleine modernisation. Un engin incapable d'effectuer plusieurs manœuvres successives sans subir de lourds dommages n'avait aucune valeur tactique. Le champ de bataille exigeait de la répétabilité, de la robustesse et une maintenance minimale. Le char sauteur n'offrait aucune de ces garanties. Un autre point pesa lourdement dans la balance. Le contexte industriel et stratégique de l'époque imposait des choix clairs. Les ressources devaient être consacrées à des machines simples, fiables et produites en grande série. Chaque heure passée sur un projet expérimental était une heure retirée à des programmes jugés prioritaires. Le char sauteur, malgré son originalité, ne pouvait rivaliser avec ses impératifs. La décision officielle tomba peu avant la fin de l'année. Les essais furent arrêtés. Le programme TPP-2 fut classé sans suite. Aucun nouveau prototype ne serait construit. Aucune évolution du concept ne serait financée. Le projet s'achevait là, non par un échec spectaculaire, mais par une conclusion rationnelle. Le prototype, quant à lui, ne fut pas immédiatement détruit. Ses excentriques furent démontés, libérant les flancs de la caisse de ces structures massives qui avaient tant attiré l'attention. La transmission fut réparée autant que possible, les composants les plus endommagés remplacés ou neutralisés. Privée de sa fonction expérimentale, la machine retrouva une utilité plus modeste. Transformé en véhicule auxiliaire, le châssis servit comme engin de traction au sein de l'usine. Il transportait des charges, déplaçait des pièces lourdes, accomplissant des tâches ordinaires et discrètes. Plus personne ne le regardait comme une promesse révolutionnaire. Il était devenu un simple outil, silencieux témoin d'une idée qui avait osé défier les limites établies. Pour les ingénieurs impliqués, l'expérience ne fut pas vaine. Elle révéla avec une brutalité rare l'écart entre une solution théoriquement élégante et sa mise en œuvre réelle. Le saut, en apparence simple, exigeait une combinaison de puissance, de légèreté et d'absorption des chocs que la technologie disponible ne pouvait offrir à ce moment-là. La mécanique avait parlé, sans compromis. Le projet TPP-2 resta ainsi une parenthèse singulière dans l'histoire de l'ingénierie militaire. Il montra jusqu'où l'imagination pouvait aller lorsqu'elle était poussée par une contrainte stratégique réelle. Il démontra aussi que certaines idées, aussi audacieuses soient-elles, se heurtent à des limites physiques impossibles à contourner sans bouleverser l'ensemble du système. La machine n'eut jamais l'occasion de franchir un fossé en conditions réelles. Elle ne fut jamais intégrée à une unité de combat. Son rôle se termina là où il avait commencé, dans l'enceinte d'une usine, loin du front. Pourtant, pendant un court instant, elle avait défié l'évidence et prouvé qu'un char pouvait quitter le sol. Si cette histoire vous a captivé, si vous aimez découvrir ces projets extrêmes où l'ingénierie frôle parfois l'absurde, soutenez ce travail. Laissez un like, partagez votre avis en commentaire et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires de machines militaires aussi audacieuses qu'improbables.